messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité. Le ministre de la Santé invite les citoyens au respect strict des mesures barrières. Il était face à la presse ce jeudi suite à l'augmentation des cas de Covid-19. Ouverture ce jeudi d'un atelier politique entre le Bénin et l'Union européenne, une rencontre pour faire le point des relations entre les deux parties. Et puis en Italie, un gouvernement de salut national, c'est l'appel des militants du mouvement 5 étoiles qui se prononce pour un soutien à Mario Draghi. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, était face à la presse ce jeudi. Une sortie qui fait suite à la résurgence de la COVID-19 au Bénin. Il a profité pour rappeler les populations à l'observance des mesures barrières. Suivons ses propos au micro de Frédéric Espoir Mambou et Denis Marouya. Mesdames et messieurs, cela fait bientôt un an que notre pays est confronté à la pandémie de la COVID-19. Pour limiter sa propagation, le gouvernement développe des stratégies de riposte régulièrement mises à jour. Depuis 6 semaines, à l'instar des autres pays de la sous-région et du monde, le Bénin est confronté à une recrudescence du nombre de cas dans un contexte d'apparition de variants plus contagieux. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, le nombre moyen de cas confirmés par jour a quadruplé, passant de 8 à 34. Et ces 3 derniers mois, le Bénin a enregistré autant de cas que pendant les 9 premiers mois de l'épidémie, 2726 cas le 1er novembre 2020 et 4625 cas au 9 février 2021. Le nombre de cas graves suit la même tendance. À la date du 9 février 2021, le Bénin compte donc 4625 cas confirmés à la PCR, dont 3781 guéris, 732 patients en cours de suivi, dont 66 cas graves et 13 décès enregistrés en 40 jours, portant à 56 le nombre de pertes en vies humaines liées à cette pandémie au Bénin. Mesdames et messieurs, il est important de porter à votre connaissance une situation qui mobilise le corps médical ces derniers jours. Il s'agit d'une augmentation du nombre de cas graves et de décès enregistrés dans le rang de sujets jeunes et a priori sans antécédents médicaux particuliers. Ce phénomène nouveau nous interpelle et démontre à suffisance que les personnes porteuses de facteurs de risque que nous connaissons, déjà âge supérieur à 60 ans, diabète, hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral, drépanocytose, obésité, asthme, autres maladies cardiovasculaires ayant consulté tardivement, ne sont plus les seules cibles les plus exposées aux formes graves de la COVID-19. Les jeunes le sont également et peuvent développer des formes complexes. Dans le souci de maîtriser la situation épidémiologique, il est plus que jamais impérieux que les dernières mesures prescrites par le gouvernement fassent l'objet d'un respect strict. Il s'agit notamment de l'interdiction des manifestations festives et autres rassemblements non encadrés à grands effectifs. Le gouvernement rappelle à l'ensemble de la population cette interdiction et insiste à nouveau sur le respect strict des mesures barrières que sont le port systématique de masques dans les lieux publics et dans toutes les situations à risque, le lavage des mains à l'eau et au savon, ou encore la désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre les personnes. En dehors de ces mesures barrières, il est également impératif, pour réduire l'impact de la présente vague de l'épidémie qui semble plus contagieuse et plus virulente, de recourir promptement à la consultation précoce ou d'appeler le numéro vert 136
au moindre signe faisant penser à la COVID-19 ou assimilable à des signes de grippe ou de paludisme, fièvre, toux, éternuement, rhume, diarrhée, perte du goût ou de l'odorat, difficultés respiratoires, pour ne citer que cela. De même, il est indispensable de procéder au dépistage et à la mise sous traitement présomptif systématique de tout cas suspect dans les formations sanitaires et les sites dédiés à cet effet sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, c'est le lieu pour moi de rappeler à nos concitoyens que la pandémie n'est pas terminée alors que la vie semble avoir repris son cours normal au Bénin. Ceci résulte d'une mauvaise appréciation de la situation par les uns et les autres. Nous devons donc rester conscients que le mal est encore présent et rester vigilants. Ce, d'autant plus que les variants du virus se révèlent encore plus dangereux. Nous devons plus que jamais redoubler d'attention et de discipline pour venir à bout de la COVID-19. Le gouvernement reste attentif à l'évolution de la situation qu'il évalue quotidiennement et prend les dispositions pour que rien ne manque aux équipes de santé en première ligne dans la riposte. Les préfets et les directeurs départementaux de la santé sont d'ores et déjà instruits pour s'assurer du respect strict des présentes prescriptions. Je vous remercie. Dans le département du Mono, le préfet Zissou comme l'enseigne du roi a aussi organisé ce jeudi soir un point de presse sur la recrudescence des cas de Covid-19. Ce rassemblement de plus de 50 personnes sont interdits dans le Mono et les éléments de la police républicaine seront mis à contribution pour le contrôle des mesures de prévention. Voici l'essentiel des propos du préfet du Mono au micro de Jonas Bouti. Le directeur départemental de la santé a fait remarquer que les sites de prise en charge des personnes infectées de coronavirus sont saturés, qu'il a noté qu'il y a un relâchement par rapport à l'observance des mesures barrières. Et des mesures hardies ont été prises. Il a été décidé qu'un arrêté départemental sera pris pour demander aux maires que désormais toute manifestation ou bien toute activité devant regrouper plus de 50 personnes doit recueillir d'abord l'avis du préfet du département. Nous avons également demandé que l'observance des mesures barrières soit de mise dans toutes les administrations. Le port de masque est désormais obligatoire et doit être systématique. Nous avons demandé aux maires d'être beaucoup plus rigoureux. Nous avons responsabilisé les maires et le directeur en charge du commerce d'organiser des séances de sensibilisation à l'endroit des responsables des associations de vendeurs. Ces sensibilisations seront étendues également aux responsables des hôtels, les tenanciers de bars, restaurants et autres. Nous avons demandé que le directeur départemental de la police républicaine nous appuie sur le terrain et que désormais le suivi sera systématique également. Je demande à la population de suivre les consignes que nous leur donnons. C'est en se protégeant que nous protégeons les autres. Autre information, le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, a procédé à l'ouverture du dialogue politique entre le Bénin et l'Union européenne, rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la restauration des relations entre les deux parties après 2 éditions manquées. C'est un compte rendu de Cano François Mbedi-Rinto et Denis Marouya. Ouverture ce jeudi 11 février 2021 de la 6e édition du dialogue politique entre l'État béninois représenté par une forte délégation ministérielle conduite par le ministre d'État du Plan et du Développement Abdoulaye Biotchane et une forte délégation européenne qui a à sa tête la nouvelle ambassadrice de l'Union européenne au Bénin.
Pour sa première participation à une session de dialogue politique en tant qu'ambassadrice, Sylvia Ratliff s'est réjouie de la restauration des relations entre les deux parties et a décliné l'agenda très ambitieux de la rencontre. L'agenda de cette session de dialogue politique est très ambitieux et reflète parfaitement le niveau des relations entre le Bénin et l'Union européenne. Il nous permettra d'échanger sur des thématiques d'intérêt commun, telles que les préoccupations sécuritaires, les questions économiques et les questions politiques liées à la promotion des droits de l'homme et aux prochaines élections présidentielles. Il nous permettra aussi de présenter le nouvel paradigme du partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique et du nouvel accord post-Cotonou, un partenariat stratégique, moderne et tourné vers l'avenir qui met l'accent sur le multilatéralisme comme moyen de relever des défis globaux tels que le changement climatique, la sécurité ou encore l'immigration. Au nom du président de la République, Patrice Talon, le ministre d'État a remercié la délégation pour cette nouvelle occasion d'échange sur l'état du partenariat entre les deux parties, ce qui traduit désormais la dynamique de la tenue régulière de ces assises. Vous conviendrez donc avec moi de la portée symbolique de ce moment qui traduit une reprise dans la dynamique de tenue régulière de notre dialogue politique et surtout d'une dynamique nouvelle de notre coopération. Il témoigne par ailleurs de la profondeur de nos liens d'amitié et de coopération, ainsi que de la volonté renouvelée de nos deux parties d'œuvrer à leur préservation en toutes circonstances. Je veux à cet effet réitérer la satisfaction de notre gouvernement pour la qualité des discussions préparatoires au dialogue politique. Ce travail préliminaire que nous avons effectué les 14 et 28 mai 2020 a été déterminant pour la bonne organisation de la rencontre de ce jour, consacrée par l'article 8 de l'accord de Cotonou. Au cours de cette rencontre, les participants auront à dialoguer sur différentes thématiques d'intérêt au regard de la géopolitique des relations qui existent entre les deux parties et bien évidemment, la question de la présidentielle du 11 avril 2021 ne sera aucunement occultée. Il s'agissait bien sûr d'une rencontre entre le Bénin et l'Union européenne pour évaluer les relations diplomatiques entre les deux parties. L'actualité hors du continent à présent, un gouvernement de salut national, c'est l'appel des militants du mouvement 5 étoiles qui se prononce pour un soutien à Mario Draghi, le nouveau Premier ministre italien est chargé de former une coalition après la démission de Giuseppe Conte le 26 janvier dernier. Le résultat était particulièrement attendu. Les militants du mouvement 5 étoiles avaient ce jeudi la balle dans leur camp pour décider s'ils devaient ou non apporter leur soutien à Mario Draghi et peser sur le sort du pays. Lors du vote en ligne, ils se sont prononcés pour le ralliement du parti à 59,3% des voix, une décision saluée par l'une des figures de proue du mouvement, Luigi Di Maio. La responsabilité est le prix de la grandeur. Aujourd'hui, nos membres ont une fois de plus fait preuve d'une grande maturité, de loyauté envers les institutions et d'un sentiment d'appartenance au pays. Dans l'un des moments les plus dramatiques de notre histoire récente, le mouvement 5 étoiles choisit la voie du courage et de la participation, mais surtout choisit la voie européenne, choisit un ensemble de valeurs et de droits dont nous bénéficions tous au quotidien et derrière lesquels se cachent malheureusement souvent l'égoïsme et le personnalisme. Avec ce ralliement, Mario Draghi rassemble une large majorité. Avant le mouvement 5 étoiles, qui représente un tiers des élus au Parlement, il avait déjà reçu des soutiens de poids, notamment celui du leader de la Ligue du Nord, Matteo Salvini, ou encore de l'ex-président du Conseil, Silvio Berlusconi, chef du parti Forza Italia. Nous jouerons notre rôle de manière loyale et constructive. La gravité du moment exige que chacun mette de côté les calculs, les tactiques et les intérêts électoraux pour faire passer le salut du pays avant tout. Si cela se produit, je suis certain que l'Italie pourra à nouveau se relever et aller de l'avant.
Un peu plus de 15 jours après la démission du président du Conseil, Giuseppe Conte, l'Italie semble désormais en bonne voie. Mais le chantier ne fait que commencer. Mario Draghi pourrait annoncer la composition de son gouvernement dès la fin de semaine et demander un vote de confiance au Parlement quasiment dans la foulée. Le temps presse car la plupart des mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19 expirent ce lundi. Pour prolonger l'interdiction de se déplacer entre les régions ou encore le couvre-feu, un nouveau décret est nécessaire. De l'autre côté des Alpes, la pandémie a fait plus de 92 000 morts. La Catalogne se prépare à élire ses représentants au Parlement en pleine pandémie de Covid-19 ce dimanche. Les 5e élections en 10 ans qui ont été jusqu'à présent marquées par des mobilisations pro-indépendantistes. Mais le contexte est cette fois-ci tout autre. Reportage. Au siège de cette puissante association indépendantiste, pandémie oblige, il n'y a guère d'effervescence à quelques jours du scrutin régional. Ici, on vit encore avec le souvenir du référendum d'indépendance de 2017, mais la ferveur n'y est plus. Le camp indépendantiste peine à remotiver ses troupes, depuis des lourdes condamnations prononcées à l'encontre des organisateurs du référendum et de l'incarcération des leaders politiques responsables de la déclaration d'indépendance. Alors ces élections, c'est peut-être l'opportunité d'un nouveau souffle. C'était une année très compliquée à cause de la pandémie, mais aussi à cause que la situation n'est pas améliorée du tout. On a toujours les prisonniers politiques qui sont toujours en prison. On a eu encore plus de représailles, encore plus de monde qui est en train d'aller en prison, de passer par les tribunaux. Donc même si quelques partis espagnols sont en train de dire qu'il faut tourner la page et regarder vers le futur, ils ont fait rien pour ça. Donc l'état d'esprit de l'indépendantisme maintenant, c'est qu'il faut gagner encore une fois les élections et il faut encore une fois démontrer qu'il n'y a pas de solution s'il ne passe pas par un référendum ou par l'indépendance. Si le débat indépendantiste s'est un peu apaisé dans la société catalane, il reste néanmoins la question centrale de ces élections. Mais pour les opposants au projet indépendantiste, elles sont une opportunité d'entamer un nouveau cycle. J'espère vraiment que ce seront des élections de transition et que le rôle qu'y joueront les partis constitutionnalistes sera essentiel. Cela dépend d'eux et de leur devoir envers les citoyens pour que ce soit vraiment une étape de transition et ainsi pouvoir oublier tout ce que nous avons vécu durant ces dernières années. Des dernières années marquées par une très forte participation. Cette année, l'abstention devrait être au rendez-vous en raison du contexte de la pandémie et d'enjeux moins importants que les années précédentes. Ces 15 dernières années, la participation est allée en augmentant et son score le plus fort a été bien sûr en 2017, juste après le référendum indépendantiste. Cette année, à cause de la pandémie, mais aussi de la fatigue sociale d'une grande partie de la population, la participation et l'affluence électorale baisseront sans aucun doute. Dès dimanche soir, la Catalogne aura des résultats, mais il faudra encore attendre les négociations de coalition pour qu'elle ait un nouveau gouvernement. Et puis, 7e journée de mobilisation à Bimani, où ce vendredi est férié, un jour choisi par les militaires au pouvoir pour libérer 23 000 prisonniers. Et sur la question, une réunion du Conseil des droits de l'homme de l'ONU se tient ce jour à Genève, en Suisse. 6e jour consécutif de manifestation en Birmanie. Malgré l'interdiction des rassemblements, la population est de nouveau descendue dans la rue pour contester le coup d'État militaire qui a renversé l'ex-chef du gouvernement Aung San Suu Kyi. Ce jeudi, de nombreux fonctionnaires sont venus gonfler les rangs des cortèges dans plusieurs villes du pays. Une initiative condamnée par le pouvoir militaire qui a lancé un nouvel avertissement à la population. En raison de l'incitation de personnes peu scrupuleuses, certains membres du personnel de la fonction publique n'ont pas rempli leurs fonctions. Ces personnes perturbent le personnel de la fonction publique qui travaille pour le pays et la population au milieu de nombreuses difficultés.
Certaines mesures ont déjà été publiées, des actions efficaces seront prises. Le pouvoir se montre de plus en plus répressif. Mardi, l'intervention de la police a fait plusieurs blessés dans les rangs des manifestants, dont 2 toujours dans un état grave. Une escalade de la violence, une nouvelle fois condamnée par la communauté internationale. Les États-Unis, par la voix de Joe Biden, ont annoncé des sanctions financières contre les chefs militaires, rapidement imitées ce jeudi par le Royaume-Uni. La communauté internationale n'acceptera pas le coup d'État en Birmanie et nous demanderons des comptes aux responsables. Le Royaume-Uni félicite la décision du président des États-Unis d'envoyer un message fort aux militaires. Le Royaume-Uni envisage d'urgence de nouvelles mesures dans le cadre de notre propre batterie de sanctions. La communauté internationale suit de très près l'évolution de la situation en Birmanie. Les Européens ont remis ce jeudi au Conseil des droits de l'homme de l'ONU un projet de résolution condamnant le coup d'État militaire. Un texte qui doit être débattu ce vendredi au cours d'une session extraordinaire à ce sujet. La position de Moscou ou encore de Pékin, soutien traditionnel de l'armée birmane aux Nations Unies, sera quant à elle scrutée de près. Et ce sera tout pour ce journal. Merci pour l'attention et à très bientôt.